roman historique, bonjour. Donc troisième épisode sur Robespierre. Donc comme je vous le disais la dernière fois, on va lire des petits passages du roman de Laurent Dingly, Dans l'ombre des lumières, chez Flammarion. Le voici. Et donc bien sûr, l'historien reprend des éléments de son livre qu'il a consacré à Robespierre, hein. Donc il décrit très bien toute l'ambiance de cette période depuis 89 jusqu'à la fin de la Révolution française à peu près, hein. Voilà. Donc je vais vous lire la jaquette d'abord. Je vais vous lire l'argument, hein, voilà. Donc dans l'ombre des lumières, c'est un titre un peu bizarre je trouve, mais bon, c'est ce qu'il a choisi. Vous avez raison, le comte de Saint-Amand possède beaucoup d'ascendant sur les autres bagnards. Moi-même, en 30 ans de carrière, je n'ai jamais rien vu de tel. Mais alors, pourriez-vous me dévoiler l'identité de cet homme? L'histoire est tellement surprenante qu'il me faudrait des heures pour en reconstituer tous les détails. Ils s'installèrent dans la petite pièce attenant au salon. Le valet leur servit du cognac pendant que Saint-Gilles se pelotonnait dans un fauteuil, les oreilles dressées, les yeux grands ouverts. Saint-Amand, monsieur de Saint-Amand, répéta le commissaire en expirant de larges bouffées de tabac. L'affaire est incroyable en effet. Elle défraya la chronique il y a bientôt 10 ans. À cette époque, vous étiez trop jeune. Si je n'avais lu moi-même toutes les minutes du procès, j'aurais cru à quelques scènes de roman, et pourtant. Au mois d'août 1825, un aristocrate philanthrope, André de Saint-Gilles, visite pour la première fois le bagne de Brest. Il y découvre un vieux forçat que les autres prisonniers entourent avec respect. Qui est cet homme étrange qu'on appelle le comte de Saint-Amand? Un roi des gueux, un voleur, un assassin. Il faut remonter 36 ans plus tôt, en 1789, pour découvrir la clé de l'énigme. Ce roman n'est pas seulement une fresque sur la Révolution française, mais avant tout une rencontre avec le mal. Laurent Dingly a déjà publié chez Flammarion des grandes biographies consacrées à Louis Renault et Robespierre, saluées par les critiques, et un roman, une pureté sans nom. Voilà, donc je vais vous lire le premier passage, page 24, la Chiourme, page 24. Page 24. Le capitaine de la chaîne et son lieutenant, flanqués d'un carteron d'argousins, avaient la mine et la brusquerie de francs coquins. Les deux premiers, sales et débraillés, dans leur uniforme au bleu passé, crachaient leurs ordres en gesticulant, tandis que les seconds, maussades et dociles, conduisaient le troupeau humain à la férule. On fit descendre les forçats de voiture avec quelques ménagements de circonstances, car en raison de leur entrave, l'opération était particulièrement délicate. Pendant que le commissaire des Chiourmes contrôlait le rôle des prisonniers, Saint-Gilles observa attentivement ces hommes, leur état d'épuisement après les semaines de voyage. Le chemin que le médecin avait fait en diligence, s'arrêtant dans de confortables relais, goûtant quelques chaleureux plats du terroir, eux l'avaient effectué à pied ou dans des voitures brinque-ballantes couvertes de chêne, couchant le soir sur la paille humide ou à même le sol, affamé, le corps brisé, constamment soumis aux injures du temps, à la violence des détenus et aux bastonnades répétées des argousins. Pendant un moment, Saint-Gilles se sentit nu devant ces spectres en haillons. Sa chemise blanche, amidonnée et parfumée, l'élégance pourtant discrète de son habit, l'étoffe luxueuse de son costume, son feutre, ses longues bottes à revers et ses gants constituaient autant d'insultes à la loqueteuse engeance qui se rangeait en rang serré dans la cour. Le commissaire de la Chiourme procéda à l'appel nominal tandis que Cazenave promenait ses yeux bleus sur la masse, comme si elles eussent été anonymes et informes. Il ne laissait transparaître aucune émotion, pas le moindre sentiment de commisération pour la triste horde. Pantois, Saint-Gilles, n'osa ouvrir la bouche. C'est alors qu'il assista au déferlement des prisonniers. Un premier forçat déposa sa tête sur un billot. Le
Chaloupier chassa alors le boulon qui scellait son collier, en appliquant un rude coup de masse sur un ciseau. Un geste un peu gauche et le crâne du bagnard ont été fracassé. L'opération se renouvela ainsi des dizaines de fois. Saint-Gilles avait la gorge terriblement sèche et ne parvenait plus à déglutir sa salive. Il voulait que cette pénible cérémonie cessât sur le champ. Il avait l'impression de voir, à grande échelle, l'affreuse parodie d'une exécution. Il ne pouvait pas s'empêcher de sursauter légèrement et de crisper le visage chaque fois que le bruit sourd du marteau retentissait dans la cour. Le jeune médecin n'était pas vraiment homme à s'identifier. Il réagissait en fonction de son dogme et de ses principes. Son métier l'avait habitué à la vie du sang, mais il conservait une forme de dégoût instinctif pour l'exposition de la souffrance. Et il ne pouvait tolérer le fait pourtant banal qu'un individu pu infliger des sévices à ses semblables. Là encore, c'était moins une question d'émotion que de normes. Quand tous les forçats furent enfin libérés de leur collier, les barbereaux, à la fois bagnards et barbiers, s'approchèrent d'eux pour leur raser la tête, une mesure que relevait autant de l'hygiène que de l'infamie. Nous luttons ainsi contre les poux et la teigne, glissa Cazenave entre ses dents. Cela nous permet en outre de prévenir les évasions. Avec leur crâne rasé, ici on dit leur boule, les bagnards sont vite repérés. Que se passe-t-il ensuite, s'enquit poliment le médecin? Eh bien, tous ces braves gens seront baignés. Ils puent comme des bêtes. Nous n'avons même pas eu le temps de les laisser en quarantaine à Pontanezen. Voilà, donc page 28, le comte de Saint-Amand. Page 28. Page 28. Comme pour chercher l'apaisement ou la confirmation de ces certitudes, il s'empressa d'observer les prisonniers. Sur leur visage émacié, burinés, tendus, souvent triblés de rides, il ne reconnut que les traces physiques du crime. Mais seulement il ne reconnut pas les traces physiques du crime, mais seulement l'épuisement, la tristesse, la haine, l'indifférence et parfois encore le désespoir. De manière plus commune, il distingua les symptômes évidents de l'anémie, mais rien de plus, pas d'aberration morale, aucune prémonition meurtrière sculptée dans l'ossature faciale ou le volume corporel. Bien sûr, certains regards, particulièrement lourds, exprimaient une lucidité atroce qui forçait le visiteur à baisser les yeux. Ces regards étaient le reflet de tout ce que le jeune aristocrate rejetait. Le caractère impitoyable de l'existence et ce sens aigu qu'ici les hommes de 20 ans eux-mêmes avaient déjà de l'irrémédiable. Soudain, l'observateur fut rassuré. Il esquissa un sourire en découvrant un bagnard qui, assis tranquillement sur une bâche de jute. L'homme, d'un certain âge, s'appuyait contre le mur d'un atelier aux vitres brisées. Il était manchot et borgne, avait les sourcils argentés, le visage glabre. Contrairement aux autres, son œil était vif, et la couleur de ses joues suggérait la santé. Il ressemblait en tout point à quelque bon grand-père à qui l'on eût donné l'absolution sans hésiter. Malgré ses mutilations, une profonde sérénité émanait de son visage, ou plutôt un curieux mélange de froideur, de calme et de plénitude. Il semblait communier avec le monde extérieur dans le silence et la gaieté. Si ce n'était son corps replet, on eût dit un bonze du Siam ou quelques vieux visages de l'Inde égarés dans le port de Brest. L'aimable Barbon s'accommodait manifestement de son sort malgré les chaînes, les infirmités et la dureté du bagne. À intervalles réguliers, des forçats s'approchaient de lui comme pour l'interroger. Tous ces va-et-vient mystérieux attisèrent la curiosité de Saint-Gilles. La distance ne lui permettait pas d'entendre les conversations, mais il eut le réflexe de s'arc-bouter et de plisser les yeux afin de mieux se concentrer sur l'étrange rituel.
Face au vieillard, les détenus se comportaient avec déférence, comme s'ils le respectaient et le redoutaient à la fois. Le contraste entre la bonhomie du vieux forçat et l'obséquiosité craintive de ses commensaux était saisissant. Pourquoi de jeunes prisonniers dont certains étaient de véritables colosses, avaient-ils peur de cet homme et venaient-ils lui rendre hommage? Et regardés de près, l'inquiétude n'était pas le seul mobile de leur sollicitude. Il s'y mêlait de toute évidence une admiration sincère. Saint Gilles pensa au prince des voleurs qui peuplait les récits de son enfance. Le forçat, c'était sans doute une sorte de mandrin ou de cartouche, ayant eu le temps de vieillir, d'échapper à la roue et de passer sa retraite à deviser tranquillement en compagnie de ses fidèles. Qui est donc ce vieil infirme là-bas, sans qu'il est médecin? Il me semble diriger les forçats comme un ancien président sa cour de parlement. Le gardien, accroupi près de lui, le fusil entre les jambes, zézailla lentement sous ses moustaches. Lui là, vous voulez parler du comte de Saint-Amand? André demeura interdit. Ce forçat un gentilhomme? Allons, pas d'ironie, s'il vous plaît. Monsieur, je suis très sérieux. C'est comme ça qu'on l'a toujours nommé dans le pays. Et, sauf votre respect, il tient bougrement à son titre. Dame, ceux qui ont oublié de lui donner s'en souviennent encore. Voilà, c'est un personnage central, hein, du début à la fin du livre. C'est pour ça que je vous cite ce passage. Voilà, mais on va venir aussi sur les passages qui sont plus liés à la Révolution française. Et un peu à Robespierre, du coup. Donc, alors Paris, page 68, 69. 68. Il n'avait jamais vu un tel spectacle. La foule était si dense qu'il pouvait à peine la pénétrer. Massés autour des échoppes ou appuyés contre le parapet, des groupes de portefaix, des bateleurs, de colporteurs dormaient, se querellaient ou riaient en attendant la besogne. Sur le quai des Orfèvres, à 2 pas des étals, près des marchandises de saison, les élégantes visitaient les joailliers, flanqués de leurs caniches ou de leurs doguins, tandis que sur le quai des Morfondus, les petits maîtres, petit maître, on appelle ainsi un jeune homme de cour qui se distingue par un air avantageux, par un ton décisif, par des manières libres et étourdies. Dictionnaire de l'Académie française de 1762. Donc là, on est avant la Révolution. Les petits maîtres s'engouffraient dans les ateliers d'horlogerie et d'optique. Antoine se serra contre le bas-côté afin d'éviter les voitures qui traversaient le pont à vive allure. Il s'arrêta devant la Samaritaine, puis se dirigea avec beaucoup d'émotion vers le centre où s'élevait la statue d'Henri IV. Tournant le dos à la place Dauphine, juché sur cette île à forme lancéolée, il eut l'impression d'être arrimé à la proue d'un navire. Le monarque et son cheval étaient cernés par les marchandes de figues, d'oranges et de melons. Mis à part quelques mendiants et drôlesses en forte gueule, qu'on appelait les dames d'Henri IV, ne toléraient aucune concurrence. Elles étaient des saintes patronnes du Béarn, une sorte de garde rapprochée en haillons. Voilà le roi au milieu de ces peuples, sans l'intermédiaire des ministres de la noblesse, pensa Antoine. Il aimait cette fusion mystique entre le souverain et ses sujets. Dans cette osmose-là résidait tout son amour de la monarchie. Et celui-ci tenait moins à la fonction qu'au personnage légendaire qu'il avait jadis incarné. Alors, la page d'après, c'est son pèlerinage achevé, le Toulousain, le héros principal est un Toulousain, le Toulousain se divertit un moment en regardant le jeu des saltimbanques ou les cabrioles des paillasses dont un commère venait bastonner en hurlant la Bible rembourrée. Il rit de bon cœur avec d'autres badauds, puis rebroussa chemin vers la rive droite et le quai des Morfondus. Il décida de se rendre au Louvre
La jeunesse s'adapte rapidement, en moins d'une matinée. Il avait appris à se faufiler dans la foule, tel un Parisien de souche, se jetant adroitement derrière les bornes pour éviter les roues des carrosses ou les sabots des chevaux. Il se retrouva bientôt devant la porte du palais, dont il voulut admirer la célèbre colonnade. Le calme relatif de la place et la douceur du climat l'engagèrent à la rêverie. À Paris, perdre son temps était une occupation agréable, une oisiveté savante qui s'organisait avec minutie. Une fois lassé de ses flâneries, il relut la lettre d'introduction qu'un ami de son père lui avait remise. Elle était destinée à Hector Desprez, artiste peintre logé au-dessus de la galerie d'Apollon par la grâce du roi. L'auteur du billet, une sorte de bourgeois gentilhomme, s'était fait représenter un jour par Desprez, touché à marée d'or, de soie et de brocart, comme un grand seigneur en costume d'apparat. La toile lui avait coûté une fortune et le marchand s'imaginait pour cette raison que le peintre guiderait Antoine dans l'exercice de son art. D'une nature indépendante, parfois même sauvage, le Toulousain se serait pourtant contenté d'observer le maître. Mais pour intégrer l'académie, il devait prouver son talent et courtiser les membres du Cénacle. C'était la première fois qu'il visitait un palais royal. Il en fut ému. La splendeur et la taille du monument l'impressionnèrent. Tournant le dos à Saint-Germain-l'Auxerrois, il piétina un moment face aux douves. Un Suisse le conduisit jusqu'à la galerie d'Apollon et lui demanda d'attendre. Il en ressortit accompagné d'un jeune homme à la mine altière. Le bourgeois, sans doute un artiste, leva son nez pointu comme pour enrober ses questions d'un soupçon de vanité. « À qui ai-je l'honneur ? Antoine Loisel. Je suis peintre et viens de Toulouse, muni d'une lettre d'introduction pour maître Desprez. » « Vous voulez donc voir le professeur ?» répéta l'homme inutilement, tout en arborant une moue dubitative. « C'est qu'il est très occupé, pas avec ses élèves. Je suis son assistant, Jean-Baptiste Moreau. » D'un geste timide, Antoine tendit la lettre qu'il tenait froissée dans sa poche. Le cerbère la lut longuement, jetant parfois des regards un peu soupçonneux sur le visiteur. Il se demandait apparemment s'il fallait l'accueillir ou le chasser. Le Toulousain ne comprenait pas pourquoi on lui faisait tant de chicanes. Bigre, il était plus difficile d'entrer ici que dans les appartements privés de la reine. Voilà. Donc, page 132, on fait un saut là, hein. La Bastille. Page 132. La Bastille. Il connaissait bien le faubourg, mais ce jour-là, quand il vit se dresser l'immense forteresse avec ses tours de 20 mètres, son donjon, ses ponts-levis, ses meurtrières, il ressentit une sorte de spasme. Il avait l'impression d'être une fourmi qui galopait avec ses congénères sous le pied levé d'un géant. Bien que le soleil s'approchât du zénith, la prison projetait toujours son ombre froide sur la place, enveloppant même les abords de l'arsenal. Il y avait des femmes, des enfants, des prêtres et des vieillards. La plupart n'étaient que de simples curieux. D'autres brandissaient des bâtons, des faux, des broches de viande, des fourches et des tranchoirs. La forteresse réputée imprenable était défendue par des invalides et une poignée de Suisses de salissamande. Sur les plateformes pointaient les canons qu'on avait rechargés à mitraille le jour de l'octave du Saint-Sacrement, puis à la veille de la Saint-Jean, ainsi qu'une douzaine de fusils de rempart qu'on appelait plaisamment les amusettes du maréchal de Saxe. Comme beaucoup de citoyens, Antoine haïssait la Bastille. Il la considérait comme le symbole du despotisme. Il l'imaginait hanté par d'improbables masques de fer ou de nobles vieillards tout décharnés, abandonnés de Dieu et victimes d'intrigues courtisanes. Dans cet antre se pratiquait, selon lui, une torture surannée et sourdait des complots de légende. La Bastille, cette vieille marâtre, s'élevait encore, anachronique et impotente, fistule abjecte, véritable tumeur noire enquistée dans le corps des Lumières.
Voilà, donc on sent bien l'historien qui utilise sa matière quoi, dans son roman. Voilà, page 136, le 14 juillet. Du coup. Antoine se demandait comment il pourrait retourner au combat tout en se débarrassant du petit. C'est alors qu'il entendit un énorme grondement ponctué d'exclamations. Des centaines de patriotes venaient en renfort attaquer la Bastille. Du côté des Célestins surgit soudain un colosse suivi par des gardes françaises et des citoyens armés. C'était Pierre-Augustin Hulin, ancien soldat et directeur de buanderie. Au même moment, un groupe mené par Élie, sous-lieutenant au régiment de la Reine, déboucha par le faubourg. Pierre joua de son instrument avec une ardeur redoublée. C'est un tambour, hein. Pierre c'est un petit garçon. Tout aussi agité, Antoine mit son chapeau sur sa baïonnette, hissa son fusil et cria à plein poumon « Nous sommes sauvés, hurrah, vive la nation !» Il se tourna alors vers Pierre, lui cajola rapidement la tête et lui fit jurer sur l'honneur militaire de rester à l'arrière pour rassembler les combattants. Touché par cette preuve de confiance, l'enfant obéit. On disposa les canons en batterie dans la cour de l'Orme. Les détonations résonnaient dans tous les quartiers. Des blocs de pierre tombaient avec fracas au pied de la Bastille, tandis que les flammes dévoraient les bâtiments du gouvernement. C'était une ambiance de fin du monde. Vers les 5 heures, le marquis de Launay fit passer un message dans lequel il menaçait de tout faire sauter si on n'acceptait pas une capitulation en bonne et due forme. Les assaillants répondirent par une fusillade, une gigantesque clameur. « À bas les ponts, à bas les ponts !» Enfin, mettre les ponts en bas, quoi, pour pouvoir passer. L'officier qui commandait les Suisses accepta alors de se rendre à condition que la garnison fût épargnée. Les gardes françaises lui donnèrent leur parole. Un invalide ouvrit la grille, puis abaissa le pont-levis. Ce fut la ruée. Ici ou là, on entendait crier « Pas de quartier !» Avec le sous-lieutenant Élie et quelques braves, Antoine pénétra dans la cour intérieure. Les défenseurs étaient alignés, les invalides à droite, les Suisses à gauche. Le marquis de Launay, vêtu d'un frac gris-blanc, se tenait immobile, appuyé sur sa canne. Il ne portait ni chapeau, ni croix de Saint-Louis, mais un ruban ponceau à la manière des militaires en négligé. Le Toulousain grimpa dans l'une des tours, aperçut qu'il était seul, monta encore un étage et se trouva en face d'un Suisse. L'homme, recroquevillé dans un coin de la pièce, paraissait pétrifié. Son visage était pâle comme un linceul. Sa bouche noire l'avait d'avoir mordu des dizaines de cartouches et ses yeux reflétaient l'impression farouche d'Antoine. Le peintre s'en effraya lui-même. Il se calma, mit la baïonnette sur la gorge du Suisse et lui commanda de se lever. Ensemble, ils descendirent dans la cour, où régnait un silence de mort. De l'extérieur parvenait le tumulte de la foule qu'un piquet de garde suisse empêchait d'entrer. L'atmosphère était étrange, comme si la peur devenait suffocante. Des invalides et des Suisses tremblaient, priaient, se souillaient. D'autres gardaient le silence et la mine fière, presque hautaine. On les fit sortir. Le prisonnier d'Antoine fut littéralement happé par la foule et aussitôt taillé en pièces. Les massacreurs se jetèrent alors sur les officiers. On leur crachait au visage, on leur arrachait les cheveux, on leur donnait des dizaines de bourrades, de coups de bâton, de haches, de couteaux. Le visage des agresseurs, hommes et femmes, était défiguré par la haine. Les tares venus, les lâches, ceux qui n'avaient rien fait, s'arrachaient plus que les autres encore, s'acharnaient plus que les autres encore. L'attroupement principal se forma autour du gouverneur que le vaillant Hulin tentait vainement de défendre. Arrivé devant l'hôtel de ville, le marquis n'était plus qu'un amas de chair sanguinolente. Il demanda la mort, puis assena lui-même un coup de pied à l'un de ses gars pour hâter sa faim. Il fut aussitôt triblé de baïonnettes, son cadavre rossé et traîné dans le ruisseau. Le garde que le gouverneur avait frappé, un cuisinier, lui trancha la tête au couteau, la ficha sur une pique et la montra au peuple. Antoine croisa le regard du petit Pierre.
Le garçon était figé, comme si cet orphelin, pourtant habitué à la violence extrême des rues, découvrait le fond de la nature humaine. Puis son expression se ferma, se fit presque neutre, et il vint rejoindre Antoine. La prise de la Bastille, vue par un historien, dans un roman. Alors, page 202, la salle des menus plaisirs. Il vint la chercher. Le vendredi suivant, comme convenu, Amélie n'avait jamais pénétré dans ce qu'on appelait alors, avec une pointe d'emphase, le temple de la nation. Cette visite revêtait pour elle l'importance d'un rite initiatique. Son maintien un peu raide, sa démarche elle-même prirent une tournure cérémonieuse. En lui tenant le bras, Antoine avait l'impression qu'il allait célébrer leur mariage. La salle des menus plaisirs était bien trop immense pour être bondée. Et pourtant, plus de 1000 personnes s'y pressaient déjà, remuant, murmurant et applaudissant à tout rompre. Dans les galeries, les chapeaux à plumes se mêlaient aux bonnets et aux perruques poudrées. Le brouhaha était permanent, et bien que la salle eût été aménagée en amphithéâtre, il fallait aux orateurs un organe puissant pour s'y imposer. Antoine avait choisi à dessein la date du 11 septembre. Il savait que ce jour-là, les députés trancheraient la question du veto royal. Pour son baptême parlementaire, Amélie devait assister à une séance historique. Ce qu'elle découvrait en sa compagnie serait associé à lui pour toujours, et un peu comme si dans chaque domaine, amour, art, politique, il lui faisait perdre sa virginité. La plupart des députés avaient des traits tirés et le teint livide, d'hommes qui consacraient l'essentiel de leur temps à la nation. Ils avaient déjà aboli les privilèges et composé la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ils devaient encore lutter contre la banqueroute de l'État, créer les départements, réformer la procédure criminelle, l'Église, l'armée et surtout donner une constitution à la France. La joute s'annonçait vive, le Toulousain piaffait. Les plus grands orateurs défilaient à la barre. Amélie se pencha avec Antoine. Quel est donc cet ogre goguenard au visage couturé par la vérole? Lui, c'est Mirabeau. La jeune noble n'eut pas davantage écarquillé les yeux si elle avait vu un demi-dieu descendant du Capitole ou de l'Olympe. En apparence, Amélie avait une mission bien plus livresque que charnelle de la Révolution. Une vision bien plus livresque que charnelle de la Révolution. Elle en suivait le cours dans les moindres détails, lisait et décortiquait tout ce qui pouvait s'imprimer. Elle portait un intérêt particulier au marquis de Condorcet, dont les idées sur l'éducation et le droit des femmes l'enthousiasmaient. Une connivence d'une autre nature, à la fois plus tendre et plus douloureuse, la liait secrètement au comte de Mirabeau. Elle se reconnaissait dans cette victime de la violence paternelle, dans ce personnage singulier dont la truculence et le verbe mutin dissimulaient un fond de mélancolie. Quelques personnages célèbres prirent la parole. Les comtes de Beaumet, de Lally Tollendal, l'abbé Grégoire, et puis encore Target, Camus, Tronchet, Lanjuinet, Guillotin, Rabot-Saint-Étienne. Les débats ne s'achevèrent qu'à l'après-dîner, vers 16 heures, dans la plus grande confusion. Depuis les galeries, le public sifflait ou accablait d'injures les partisans du veto absolu. L'Assemblée prenait alors l'allure d'un tripot. Enfin, vers les 8 heures du soir, le veto suspensif fut adopté. Amélie et Antoine avaient la tête farcie de discours, de bruits, d'exclamations en tout genre, mais ils étaient heureux d'avoir pu entendre battre le cœur de la Révolution. Voilà, donc on est page 362, Massacre de septembre. Ça, on les a déjà vus dans le livre d'histoire, mais bon, là, c'est décrit un peu différemment.
puisque c'est un roman, quoi. Alors, page 362. 362. Antoine entendit tonner le canon d'alarme, sonner le tocsin et battre la générale. Il alla aux nouvelles. Dans la rue, on criait « Verdun est tombé, Verdun est tombé !» Les Prussiens arrivent, quoi. L'angoisse était visible sur tous les visages. Le Toulousain attendit fébrilement 6 heures du soir pour aller à son rendez-vous. Il prit un fiacre, traversa le Pont-Neuf, longea la rue Dauphine, puis tourna rue de Bussy jusqu'au carrefour où des volontaires accroupés autour d'une estrade attendaient de s'engager. Il arriva enfin rue Sainte-Marguerite, mais l'épaisseur de la foule l'empêcha d'y pénétrer. Il sentit qu'il se passait quelque chose d'anormal. Il y avait dans l'air une atmosphère électrique, étroite et bordée d'immeubles élevés. La rue Sainte-Marguerite était plongée dans une demi-pénombre. Il sortit de voiture et interrogea un badaud dont les yeux brillaient d'une fascination sinistre. « On massacre les aristocrates !» s'écria-t-il avant de retourner au spectacle. Antoine fendit la presse. Il s'immobilisa soudain, pétrifié par une vision effroyable. La rue était jonchée de cadavres. Il y avait bien une cinquantaine sur les marches de l'abbaye ou entassés contre les immeubles. Un flot de sang coulait sur le pavé, éclaboussant ses bas et ses souliers. Les corps étaient atrocement mutilés, les crânes fendus, les visages sabrés. Antoine se sentit mal. La foule hurlait. Autour de lui se pressait tout un peuple d'artisans, de boutiquiers, de cuistres et de galopins de cuisine. Il s'approcha encore. « À mort !» criait une troupe d'hommes et de femmes devant l'entrée de l'abbaye. Il aperçut un égorgeur. Il revenait du couvent des Carmes, où, en l'espace de 2 heures, ils avaient massacré plus de une centaine de prêtres. Les fédérés d'Avignon et de Marseille, armés de sabres, coudoyaient les porteurs de gourdins, de piques et d'instruments tranchants. La plupart étaient de solides quinquagénaires, anciens soldats devenus vinaigriers, savetiers, limonadiers ou tambours de la garde nationale. Les uns et les autres étaient littéralement couverts de sang et de poussière. On ouvrit soudain la porte du guichet. Un septuagénaire en sortit. Il avait le regard d'une bête traquée. À peine eut-il franchi le seuil que 2 massacreurs lui assénèrent de violents coups de sabre. Mais la première de ces dames, qui était déjà ruisselante de sang, glissa sur sa tête, tandis que la seconde lui tailladait l'épaule. Un autre assassin s'approcha pour lui fracasser le crâne. Comme le malheureux venait de lever les mains pour se protéger, il ne fit que lui briser le bras gauche. Le vieil homme poussa un hurlement de douleur. Il était aveuglé par le sang qui ruisselait sur son visage. Il gémissait, implorait, agitait de manière dérisoire son bras valide pour tenter de parer les coups. Il parvint même à empoigner l'un des tueurs pour l'empêcher de frapper. Cet embrasement funèbre n'en finissait pas et les coups mal dirigés prolongeaient l'agonie du vieillard. Un troisième assassin parvint finalement à lui briser la nuque d'un coup de gourdin. L'homme tomba des marches, la tête en avant, sur un tas de cadavres. Il remet encore quand une demi-douzaine de piques vint le transpercer. Aussitôt qu'il eut expiré, la foule s'écria « Vive la nation !»« Foutre, ils nous ont donné du mal, ces bougres-là !» brailla l'un des égorgeurs. Et oui, c'est le massacre de septembre. Donc, ensuite, page 438, un médecin. 438. On va aller directement à Nantes, hein, ça va être plus simple. Je pense. Ouais, on va faire comme ça. Alors, page 510. 510. Page 510.
Favier resta pétrifié. Il savait que cet ancien magasin de produits coloniaux, situé à l'ouest de la ville, entre Sanita et les carrières de Gigant, constituait l'antichambre de la mort. Oui, donc là on est à Nantes, hein, c'est pendant la guerre de Vendée, et c'est la machine. À Nantes, il y avait une véritable industrie de la mort, quoi. Mais il était loin de soupçonner tout ce qui s'y passait. Il préféra ne rien dire à Antoine avant de s'assurer de la présence de sa femme. Il sollicita donc l'autorisation de visiter la prison. Mais, comme il était déjà tard, on ne lui permit pas d'y aller avant le lendemain matin. Et s'y rendit dès l'aube avec le jeune étudiant et l'infirmier. Favier ignorait qu'en les emmenant avec lui dans ce foyer de contagion, il les condamnait à mort. Devant la porte, un marat lui fit quelques difficultés, malgré ses papiers en règle. Un marat, c'est une genre de milice, quoi. Donc ils ont pris le nom du révolutionnaire assassiné par Charles Corday. Les assassins n'aimaient pas dévoiler la scène de leur crime. Favier insista, menaça, puis entra. Favier est un médecin. Ce qu'il vit alors dépasse en horreur ce que l'être le plus pervers peut imaginer. L'entrepôt n'était pas une prison, mais un vaste mouroir où croupissaient près de 8 à 10 000 personnes. Des enfants étaient noyés dans des paquets d'excréments, d'autres expiraient. Un peu partout, des êtres humains décharnés haletaient, agonisaient dans une atmosphère nauséabonde. Les vivants étaient couchés sur de la paille hachée, infectés de sang et de merde, au milieu de cadavres décomposés. Le médecin, qui pourtant avait déjà vu tant d'abominations, se sentait défaillir. L'odeur de pourriture lui enveloppa le cerveau. Il avança cependant pour retrouver la jeune femme. Il cherche une jeune femme. Il découvrit alors une scène hallucinante. Une chose qui paraîtrait une fable si le médecin républicain ne l'avait pas fait eux-mêmes la relation écrite. Devant lui gisait une femme morte en couche, avec son bébé à moitié sorti de son sexe. La mère et l'enfant lui étaient déjà couleur noire violâtre, avaient été abandonnés là, et se putréfiaient au milieu des survivants. Il se crut atteint de démence. Son esprit refusait de croire ce qu'il voyait. La scène d'horreur remettait en cause non seulement ses convictions les plus profondes, mais sa raison elle-même. Des prétendus amis de l'humanité avaient rendu possible de telles atrocités. Il ne put s'empêcher de vomir jusqu'à cracher un mince filet de bile. Soudain, la répulsion se mêla à la colère. Il sortit avec ses aides, oubliant Amélie sur le coup de la fureur. Il alla voir son ami Laennec, mais ce dernier lui affirma que ses propres plaintes restaient toute l'être morte. Favier prit alors son courage de main pour affronter le monstre, le député de la République française, le conventionnel Jean-Baptiste Carrier. Il entra en frissonnant dans l'hôtel de la Villetreux à la Petite Hollande. Le représentant en mission le fit attendre 2 heures avant de le recevoir. Puis il apparut enfin, maigre, serré dans sa houppelande de fourrure à haut col, les cheveux noirs, hirsutes, avec des anneaux d'or aux oreilles qui lui donnèrent d'un flibustier. Voilà, hein, donc je ne vais pas lire plus de passages du livre de Laurent Dingly, hein, mais donc ça dépeint assez bien l'ambiance de la Révolution, c'est bien écrit, hein, et aussi bien écrit que son livre d'histoire, très 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 bien. Et donc faut se rendre compte quand même que aujourd'hui le Parlement français a dénoncé le génocide des Arméniens en Turquie de 1915, mais aucun parlementaire, aucun représentant de l'État français n'ont jamais reconnu ce genre de faits qui ont lieu en Vendée, par exemple. Hein.
On peut estimer qu'il y a quand même eu un génocide, hein, quand un tiers de la population de la Vendée militaire, donc c'est plus grand que la Vendée, que le département de la Vendée actuelle, quand un tiers de la population a disparu, ça s'apparente quand même à un génocide. Le génocide des Khmers, du fait des Khmers rouges, c'était également un tiers de la population. Hein. Voilà. Ah bon, le roman est très bien, le livre d'histoire est très bien, donc c'est un monde en soi qui est intéressant d'aborder. Lisez dans les ombres des lumières, le roman, lisez surtout ce magnifique ouvrage d'histoire sur Robespierre. Je vais vous lire également un petit passage de mon roman, hein, Le sabre de Damas, Dieu et le roi, parce que il y a un passage aussi, enfin il y a plusieurs même, qui relate ce génocide en Vendée. Hein. Donc là c'est au moment du passage de la Loire, après Savenay, après le massacre de Savenay. Donc les soldats de la Révolution sans la moindre pitié. Alors page 279. Page 279, donc dans le sabre de Damas. 279. Voilà. Nous dûmes abandonner Savenay vers le sud, en traversant les marais, en luttant et courant sur bien des lieues avant d'aboutir au fleuve. Ce fut alors une fuite éperdue dans les ruelles d'une bourgade au bord de la Loire, dont je ne saurais dire aujourd'hui le nom. Nous essayâmes de retarder la horde bleue par quelques tirs bien ajustés pour laisser le temps aux civils de notre armée de passer sur l'autre rive. Enfin, nous arrivâmes au milieu de la cohue des nôtres, où nous perdîmes Jean-Louis, un des protagonistes. Bon, je ne vais pas vous raconter tout le roman. Nous nous retranchâmes dans une maison à 20 toises du fleuve. Puis nous nous réfugiâmes dans les combles, où nous fîmes tomber quelques tuiles pour tirer sur les bleus et leur interdire l'accès à l'embarcadère des radeaux, où les civils s'agglutinaient pour fuir vers la Vendée. Là, nous avions une vue générale sur les combats et le fleuve. La Loire était si grosse et le passage difficile. Plusieurs étaient très grosses et le passage difficile. Plusieurs radeaux chavirèrent, et ces pauvres gens se noyèrent. C'était une panique infernale et cruelle. On pouvait même voir à quelques 200 toises les bleus fusiller les femmes et les enfants sans la moindre pitié. Certains marchaient même culottes baissées et l'on pouvait facilement comprendre pourquoi. L'un d'eux, dans cet accoutrement, une bouteille à la main et un sabre dans l'autre, poursuivait un gamin âgé d'à peine 6 ans. Il parvint à le rattraper et, de l'horreur, lui décolla la tête d'un coup de sabre en éclatant d'un immense éclat de rire aviné. Et à cette distance, nos fusils ne pouvaient pas grand-chose et ces monstres le savaient bien. Aucune intervention divine n'arrêta ces supplices, malgré les prières d'une foule entourant un groupe de prêtres près du fleuve, chantant des psaumes. Puis l'assaut fut massif. Les tueurs purent tailler à coups de mitraille et de sabre dans une cohue d'enfants et de femmes. Le fleuve entraînait un flot rouge de sang comme s'il en était un affluent. Les gens tentaient de fuir à la nage, mais beaucoup partaient dans ce courant vert, mêlé de rouge, et coulaient rapidement à pic, après quelques hurlements de peur. Les Bleus commencèrent à attaquer notre maison. Ils avaient compris que des tirs venaient de là, que des tirs venant de là touchèrent certains d'entre eux. Nous n'étions plus que 4 dans ces combles et n'avions plus de munitions. Aussi, nous nous décidâmes à faire une sortie sabre au poing par l'arrière du bâtiment. Voilà, il y a encore plein de péripéties. Lisez le sabre de Damas, hein. Donc, pour ceux qui n'ont pas lu en tout cas. Donc c'est chez Libri Nova, donc là ça coûte 21,90 en papier comme ça, et ça coûte que 3,90 € en numérique. Donc vous pouvez l'avoir chez Libri Nova bien sûr, mais également sur Google, à la FNAC, donc Amazon, Kobo, etc. Badabada. Hein, voilà. Je vous dis à très bientôt, là ce sera plutôt dans 15 jours, en plus je vais partir en vacances. Donc peut-être que ça va créer quelques petits retards, mais bon, j'ai essayé de publier suffisamment tôt pour qu'il n'y ait pas trop de coupures. Voilà, à très bientôt, amis de l'histoire et du roman historique.